TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo veut professionnaliser la filière du soja, une filière porteuse de croissance qu'il est plus qu'indispensable de booster. Les stratégies à découvrir donc dans cette édition. Après Nounia-Laba, Lomé et Man-Laba d'Apaon, Kara a désormais son centre incubateur de créativité et d'innovation des jeunes. Il s'agit de Tiltou Lab, inauguré sur place par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. À suivre donc dans ce journal. Et puis demain s'ouvre une nouvelle campagne de vaccination contre la méningite. Elle se déroulera durant 7 jours dans 4 régions du pays. Et puis sachez que c'est demain également que s'ouvre à Lomé la conférence internationale sur le développement à la base, une rencontre d'échange et de partage d'expériences avec d'autres pays sur la question. De quoi sera-t-il question justement durant ces 2 jours de la conférence internationale? L'invité du 20h, le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, nous le dira tout à l'heure. Monsieur Anala, bonsoir. Bonsoir Anita. Et à tout à l'heure. Et nous débutons cette édition par une visite à Sagbadei dans la ville de Sokodé. Les ministres Kodjo ADG de l'industrie et Atchadeji des transports y étaient, pas pour du tourisme, mais plutôt pour découvrir le complexe agroalimentaire Cajou du centre. Une usine qui emploie un peu plus de 250 personnes pour la transformation de la noix de cajou. Voyons cela avec Nestor. Bonjour. Cajou du centre, 5 km à l'ouest de la ville de Sokodé. L'infrastructure est une usine, un complexe agro-industriel, résultat de la promotion de l'investissement privé. Ici, les noix de cajou suivent une transformation et le produit fini, l'amande biologique du cajou. L'usine vient booster le secteur privé, le gouvernement togolais, pour atteindre des performances économiques mises sur le plan national de développement PND et l'investissement privé, un pilier central de cette relance économique. Nous avons commencé par l'exploitation agricole et après un certain nombre d'années, nous avons monté l'unité qui aujourd'hui transforme les noix de cajou en amandes de cajou. Et par la suite, il y a d'autres produits dérivés que nous aurons à développer aussi. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1500, nous projetons aller jusqu'à 3000, 3500 tonnes. Et puis l'extension de notre exploitation agricole. L'infrastructure crée la richesse, lutte contre le chômage et contribue à la croissance économique. Ici, environ 300 personnes sont employées, majoritairement des femmes. Avant, on était au chômage, mais avec ce travail, nous avons pu faire quelque chose. Nous survivons aux besoins de nos enfants. Ici, dans la région centrale, nous avons plein des anakas, donc nous souhaiterions qu'il y ait plein d'usines. Nous disons merci au chef de l'État qui a fait cette politique des usines. Le ministre Kodjo Adedje du commerce, de l'industrie et de la consommation locale et son collègue Afo Atchadeji, en charge des transports, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, ont fait le déplacement du site pour apprécier les performances du complexe qui répond à l'axe 2 du PND. Le Togo, dans une vision stratégique, entend réduire progressivement l'exportation des produits bruts. Leur transformation sur place reste un atout dans la chaîne de production aux résultats très encourageants. La feuille de route, une façon de dimensionner la grande vision que porte son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire de notre pays, le Togo, un pays en paix, une nation prospère, avec une croissance économique inclusive et durable. Cette vision-là se met en œuvre, surtout s'agissant de l'axe de créer, dynamiser la création d'emplois, mais bien entendu en mettant le focus sur l'effort de notre économie. L'agrobusiness, ce qui est produit localement, qu'on puisse le valoriser. Et nous tenons toujours à dire merci à ce promoteur qui a créé un écosystème ici à Sokodé. En tout cas, il peut compter sur le gouvernement. Nous allons lui apporter notre appui.
L'usine aujourd'hui a créé une connexion entre les préfectures qui fournissent de la matière brute, noix du cajou. Il y a un an, elle a bénéficié d'un appui du MIFA. Construite sur 1 hectare, Cajou du Centre soutient les producteurs à la base qui exploitent plus de 550 hectares d'anacarde bio. La noix de cajou fait vivre donc le soja également. Et depuis quelques années déjà, une attention toute particulière est accordée à sa production. Et aujourd'hui, c'est un projet de professionnalisation du secteur qui est élaboré. Voyons cela avec Esther Diato et Marie-Ange Bida. La filière soja veut passer à l'échelle supérieure, mais passant la professionnalisation du secteur. Un projet est élaboré en ce sens. Il met l'accent sur les enjeux et défis à relever. Finalité, rendre la filière soja plus productive. On veut continuer de consolider donc cette dynamique biologique, c'est très important. Et donc de développer vraiment la transformation parce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut aller vers là. Et il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Donc nous, comment est-ce que l'interprofession s'organise pour canaliser, pour organiser, pour interagir donc avec cette vision de l'État et fédérer donc les acteurs autour de cette vision pour que les acteurs soient mieux outillés et qu'ils aient des idées et qu'ils créent beaucoup de débouchés, beaucoup d'autres des innovations donc autour donc de cette filière. La croissance affichée ces dernières années doit être maintenue. C'est l'engagement du Conseil interprofessionnel de la filière soja. Pour cela, il faut compter aussi avec le bien-être du petit producteur. Au sein du CIFS, nous avons 3 familles. Il y a la famille des producteurs, il y a la famille des commerçants exploitateurs, il y a la famille des transformateurs. L'interprofession, son rôle le plus capital, c'est de défendre les acteurs, les familles professionnelles qui sont au sein de cette interprofession. Et cette défense, c'est de considérer chaque famille comme un acteur clé et les besoins de ces familles-là, afin qu'en les considérant, qu'on puisse trouver des pistes de résolution des problèmes et on puisse évoluer avec ça. De 44 000 tonnes en 2018, la filière est passée à 120 000 tonnes en 2020. Le gouvernement salue cette nette progression et invite les acteurs à garder ce cap. Condition essentielle pour que le Togo côtoie encore longtemps les grands sur le marché international du soja. Depuis des décennies, le contexte socio-économique dans la plupart des pays, surtout ceux en voie de développement, est marqué par la persistance de la pauvreté. Et la préoccupation de tout gouvernement est de trouver une solution pour venir à bout du phénomène. Et le Togo ne fait pas exception. Le pays se joint à d'autres, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour trouver des stratégies innovantes en termes de politique publique. Des précisions dans ce sujet de Abidé Kinsimbi. Quelle politique publique pour les communautés de base? Une question urgente à laquelle plusieurs pays, surtout ceux en voie de développement, essayent de trouver réponse. Et le Togo ne fait pas exception. Pour renverser la tendance, le pays anticipe et développe depuis 2008 un nouveau paradigme centré sur l'accès au minimum vital commun. Ceci à travers l'approche de développement à la base et l'inclusion des groupes vulnérables. Pour réussir le pari, le gouvernement voit les choses en grand. Il met en place un ministère chargé du développement à la base. Sa mission, mettre en œuvre des actions destinées à répondre aux besoins fondamentaux des populations les plus pauvres du Togo. Puis, surprise, la pandémie au Covid-19 surgit et met à mal la résilience des populations. Il faut trouver une solution urgente, de nouvelles mesures sociales et économiques. Des pays à l'instar de la Côte d'Ivoire, de l'Argentine et de l'Indonésie s'associent au Togo. Le mot d'ordre, trouver des stratégies mieux, approches, novatrices des politiques publiques pour les communautés à la base. Une rencontre se tient du 29 au 30 juin 2021 à cet effet. Une conférence internationale en présentiel et visioconférence pour jeter les bases d'une politique publique ayant pour centre d'intérêt les populations les plus vulnérables.
Et Abile Nyatingbe l'a donc évoqué. Le Togo organise donc à partir de demain une conférence internationale sur le développement à la base. Une rencontre donc centrée sur le partage avec d'autres pays des différentes expériences de gestion et d'élaboration des politiques publiques en faveur des communautés locales. Et pour découvrir un peu plus ce qui sera dit durant ces 2 jours de conférence, nous sommes sur ce plateau, je vous l'annonçais, avec le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Harim Telata. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir encore une fois, Anita. Oui, alors, monsieur le directeur, dites-nous, il y a un peu plus de 12 ans naissait le concept de développement à la base au Togo. Comment ce concept a-t-il évolué jusqu'aujourd'hui en 2021? Merci beaucoup. Je crois que c'est une occasion qui nous est donnée encore de revenir sur ce concept. Effectivement, vous l'avez dit, il y a plus de 12 ans, le concept est en vogue dans notre pays. Et au fil des années, le concept améliore ou en tout cas retient toute l'attention et donc assure sa pertinence. C'est-à-dire que sa pertinence devient de plus en plus importante dans notre pays comme dans d'autres pays. C'est ce qui traduit d'ailleurs l'importance de cette conférence-là qui met en place plusieurs pays pour partager leur expérience et capitaliser sur les bonnes pratiques. Donc depuis 2008, nous avons commencé par parler du concept de développement à la base. Et on se rappellera que ce concept-là intervient dans un contexte où, à cause de la longue crise sociopolitique que notre pays avait traversée entre 1990 et 2005, une grande partie de la population s'était retrouvée dans une situation de vulnérabilité. Et donc, pour le gouvernement, il fallait trouver des mesures urgentes pour adresser cette situation et aider ces populations-là à sortir de leur situation de précarité. Et donc, en 2008, le ministère du développement à la base a été mis en place pour conduire l'action du gouvernement en direction de ces communautés vulnérables-là. Et progressivement, 2 ans plus tard, le gouvernement, fier en tout cas des résultats que l'approche permettait de réaliser, a compris que pour assurer l'efficacité de cette approche et garantir la durabilité des résultats, il fallait intégrer la dimension artisanat et jeunesse. Pourquoi? Parce que tout ce qui se fait au niveau de la base, c'est vrai que c'est dans la communauté, les jeunes, les femmes sont membres de cette communauté, mais on ne peut pas le faire sans prendre en compte les autres problèmes liés à ces catégories de personnes, notamment la question de l'emploi pour les jeunes, mais aussi la question de la responsabilisation des communautés, afin qu'elles-mêmes puissent prendre en charge leur développement. Et donc, aujourd'hui, le concept a évolué et nous sommes dans une approche intégrée qui traite de la question de la problématique de l'inclusion sociale, économique et financière des communautés, et surtout en se basant sur l'autonomisation et la responsabilisation de ces communautés-là pour garantir la durabilité de leur développement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le concept a fait du chemin et il a porté des fruits. Il a porté effectivement des fruits et je crois que nous devons en être fiers parce que aujourd'hui, si on regarde au plan international, surtout au niveau des Nations Unies, notre pays est cité parmi les meilleurs. En tout cas, notre approche est identifiée comme meilleure. Et rappelez-vous, notre pays fait partie des pays qui sont identifiés comme champions pour l'implémentation des ODD. Donc, ce n'est pas le flux des NASA. D'accord. Alors, demain, donc, s'ouvre cette conférence internationale sur le développement à la base, justement. Alors, quels sont les enjeux pour le Togo d'accueillir une telle conférence? Je disais tantôt que notre pays est positionné aujourd'hui au niveau international comme une référence. Voilà, une référence. Donc, cette conférence, pour nous, est une occasion pour conforter cette notoriété-là en matière d'approche intégrée de développement dirigée vers les communautés à la base, mais aussi de tirer expérience des autres pays. Vous savez que c'est une conférence où nous aurons la participation des participants, des ministres de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Colombie, de l'Indonésie aussi, même de l'Argentine. Et donc, on va essayer de mettre en place ces expériences-là, parce que certainement que notre approche a des limites, surtout dans le contexte actuel de la COVID, où beaucoup de programmes, beaucoup de politiques ont été éprouvés. C'est-à-dire surtout en ce qui concerne la résilience des communautés à affronter les crises. Et donc, l'enjeu ici, c'est de mettre sur la table notre expérience, de la confronter avec celle des autres pays pour pouvoir finalement aller vers
si besoin, une nouvelle génération de politiques publiques qui mettent l'accent sur le renforcement de la résilience des communautés à la base pour affronter de futurs chocs si elles devaient advenir. Voilà. Et donc, vous parlez justement de partage d'expérience. Le Togo également aura à partager ses succès. Mais dites-nous, qu'est-ce que le Togo dira concrètement? Quels sont ces succès-là? Peut-être les énumérer, nous dire ce que dira le Togo en matière de succès en ce qui concerne le développement à la base face à ces autres pays qui seront là. Premièrement, je devais le dire, l'un des enjeux aussi, c'est aussi notre fierté parce que quand vous regardez, généralement, les politiques ou les programmes orientés vers les couches vulnérables ne reçoivent pas beaucoup l'attention des pouvoirs publics et surtout des partenaires au développement. On préfère plutôt investir dans l'infrastructure, investir dans les projets structurants. Mais nous, au niveau de notre pays, le gouvernement a pris sur lui de miser sur l'émergence à partir des populations locales. Donc ça, c'est un cas de réussite que nous allons partager avec nos collègues des autres pays. Et l'autre élément, le concept de développement à la base a été initié dans notre pays à un moment où nous n'avions pas la décentralisation. Et donc ce concept nous a permis, la mise en œuvre de cette stratégie-là nous a permis de préparer à l'avance les populations. Aujourd'hui, je vous assure que, en tout cas, au niveau de chaque communauté, les communautés savent ce qu'elles doivent faire pour promouvoir leur propre développement, pour assurer de meilleures conditions de vie dans leur sein. Et donc ça, c'est un aspect que nous pouvons promouvoir. Et je disais tantôt, notre approche a suscité l'admiration des Nations Unies pour faire de nous un pays pilote pour la mise en œuvre des ODD. C'est quelque chose aussi que nous allons partager avec les autres. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est cette approche intégrée-là qui fait que lorsqu'on parle du développement à la base, on ne voit pas seulement l'accompagnement des populations à développer des activités génératrices de revenus, mais aussi le renforcement de leurs capacités pour prendre en charge. Aujourd'hui, vous allez toujours entendre la formation en gestion à la base. C'est d'amener ces populations-là à prendre en charge leur processus de développement du début jusqu'à la fin. La planification, le suivi, l'évaluation, que ces populations soient capables de le faire par elles-mêmes. Voilà, donc ça c'est quelque chose que nous mettons sur la table, mais le plus important aussi c'est l'intégration de l'artisanat, la dimension artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la question de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, aucune communauté ne peut se satisfaire de réaliser des infrastructures socio-communautaires sans s'assurer que les jeunes soient réellement impliqués. Et pour que les jeunes soient impliqués, qu'ils soient concernés par ce qui se passe et qu'on assure la durabilité de ce qu'on met en place, il faut qu'ils aient des revenus et qu'il faut qu'ils participent également à la création de ces revenus-là, mais surtout les jeunes et les femmes aux instants de décision. Et donc je crois que c'est quelque chose que nous avons su construire dans notre pays et qui mérite effectivement d'être vendu. D'être vendu pour que les partenaires au développement et les bailleurs de fonds qui nous suivent et qui sont aussi partie prenante de cette conférence puissent se décider finalement à mettre davantage de ressources pour qu'on puisse vraiment bâtir l'émergence des pays à partir des communautés à la base en assurant l'inclusion surtout durable des plus pauvres. Merci beaucoup, Monsieur Anna. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et vous êtes venu nous parler justement de la conférence internationale sur le développement à la base qui s'ouvre donc demain à Lomé. Et nous vous souhaitons déjà une bonne conférence, Monsieur le directeur. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes invité à nous accompagner, à suivre avec nous et à partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et le directeur du centre de développement de l'OCDE est justement à Lomé dans le cadre de la conférence internationale sur le développement à la base. Mario Pesini a été reçu en audience par la chef du gouvernement avec qui il est revenu sur la problématique de l'intégration du citoyen à la vie politique et économique des États. Nous l'écoutons. Le directeur du centre de développement de l'OCDE à Lomé, dans le cadre de la conférence internationale sur le développement à la base, a échangé avec Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe sur l'urgence du développement à la base
et les mécanismes développés par le Togo. On s'est félicité pour le travail que le Togo est en train de faire, en particulier sur l'accent que le Togo a décidé de poser sur les questions sociales, d'intégration des citoyens et de pourvoir une voie véritable dans la prise de décision et dans le processus de développement du pays. On note que c'est une exigence qui s'affirme de plus en plus dans plusieurs pays. Donc, cet effort de penser des mécanismes de planification à la base avec les communautés est indispensable. Donc, pour nous, venir au Togo, et on peut apprendre de ce cas, éventuellement aussi pour d'autres pays qui se posent des questions similaires, mais n'ont pas encore expérimenté tel que le Togo il l'a fait. Donc, on pense que cet effort du Togo est remarquable et il faut le faire connaître. Le Togo, cité comme une référence sur les questions sociales et d'intégration du citoyen, peut donc faire cas d'école pour d'autres pays sur les mêmes thématiques. Cette question à présent, où en sont les États membres de l'UEMOA dans la mise en œuvre de la réforme du budget programme? Dans presque tous ces États, l'initiative n'a pas échappé à la pandémie de la Covid-19 et un état des lieux s'impose. Cela se fait donc depuis ce matin à Lomé et c'est durant une table ronde organisée donc à Lomé. Le compte rendu des travaux avec Ekoui Salah. 15 mois après son apparition, une chose est claire. La pandémie du Covid-19 a durement impacté les finances publiques au sein de l'espace UEMOA. Les États membres de l'Union semblent être au ralenti dans la mise en œuvre du budget programme instauré depuis 2009. À Lomé, on fait le point de la situation. Le but, redonner un nouveau souffle aux économies des États. Nous sommes dans un contexte où on est en train de mettre en œuvre la réforme du budget programme qui demande de faire de la planification, de la prévision, alors que dans le contexte de la Covid, les pays sont obligés d'innover, d'anticiper, d'essayer de prendre des décisions dans l'urgence. Au sein des ministères de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup d'innovations. L'objectif, c'est de tirer des leçons de ces innovations et de voir comment est-ce qu'on peut désormais penser les politiques de relance pour avoir plus d'efficacité et avoir plus d'impact sur la vie des populations. Les travaux vont durer 3 jours. Chercheurs, décideurs et acteurs de la société civile, tous vont apporter leur contribution. Les assises devront permettre d'identifier les leviers dont dispose chaque État pour relancer son économie. Ceci pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Aujourd'hui, nous avons les effets Covid qu'il va falloir isoler au niveau budgétaire. Comment cela est pris en compte et comment cela est lisible d'un pays à un autre. Ce sont des challenges que les spécialistes justement de finances publiques adressent et on verra dans chaque pays comment est-ce que la formule a été trouvée pour avoir une harmonisation déjà de cette pratique. En plus de cela, vous avez les idées qui ont été développées pour une agilité de nos économies afin qu'elles puissent être résilientes à la pandémie qui s'installe. Les attentes, c'est qu'au sorti de cette table ronde, nous puissions, au niveau donc, de tous les États de l'UEMOA, évaluer donc l'impact de la crise de Covid-19 sur cet objectif note de basculement vers les budgets programmes, qui sont des budgets qui permettent d'utiliser plus efficacement donc, les ressources publiques. La rencontre est initiée par le Centre africain d'études supérieures en gestion, Claire Césag. La synthèse des travaux de Lomé devra servir d'outil d'orientation au pouvoir public de l'espace UEMOA pour la relance économique post-Covid. Et l'UEMOA et la BOAD ont signé ce matin par visioconférence un accord de partenariat pour développer le numérique dans les 8 pays de la zone UEMOA. Et près de 20 milliards de francs CFA seront mis à disposition pour la réalisation de ce projet sur une période de 3 ans. Et l'idée est d'accélérer l'émergence du secteur de l'économie numérique dans l'espace communautaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et le Togo s'est déjà lancé à la conquête de la planète numérique. Ceci à travers les centres incubateurs de créativité et d'innovation pour les jeunes. Et depuis le début de cette semaine, Kara a son centre. Il est dénommé Tiltou Lab. Et c'est Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé qui l'a inauguré. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. C'est un centre fédérateur des génies pour innover, un incubateur appelé Tiltou Lab, mieux
centre hub de créativité implanté ici à Kara en faveur des jeunes de la région de la Kara. Un centre d'échange, de création et d'accompagnement des projets et innovations jeunes. Pour l'opérationnalisation du nouveau centre, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a fait le déplacement pour poser l'acte symbolique, mais plein de sens pour le gouvernement. Financé à hauteur de 76 millions de francs CFA, Teletou Lab est une aubaine pour les jeunes de la région de la Kara qui en trouvent une solution pour leur émergence, à l'instar des jeunes utilisateurs des premiers centres qui en tirent déjà des bénéfices. Grâce à Nounia Lab, nous avons pu finaliser notre projet, nous avons pu lancer notre magazine Racines d'Afrique. Teletou Labo, c'est vraiment une aubaine pour nous, la jeunesse de la région de la Kara, puisque ça nous permettra d'avoir des compétences et également en levée de fonds, parce que ça fait partie des problèmes vraiment auxquels nous, jeunes entrepreneurs, nous faisons face. Après Nounia Lab à Lomé, Eban Lab à Dapaon, Teletou Lab, Kara vient rallonger la liste de la création de ces centres dans les régions du pays, une initiative qui relève de la volonté gouvernementale de capitaliser les potentiels de la jeunesse togolaise dans le contexte du développement inclusif prôné par le chef de l'État. Notre objectif est qu'en capitalisant sur les atouts de ces jeunes, nous puissions leur permettre d'apporter tout leur talent pour l'accélération du développement économique et social de notre pays. Cet outil révélateur de jeunes talents bénéficie de l'appui de la BOAD et du PNUD, dont le représentant au Togo trouve un regain d'intérêt face aux nombreux projets et innovations incubés dans les premiers centres. Pour le PNUD, le gouvernement a bien vu. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2025. Et le PNUD se tiendra toujours, Madame le Premier ministre, toujours disponible pour accompagner le gouvernement et les populations togolaises dans ce processus. La création des centres incubateurs de créativité répond du souci du chef de l'État de fournir à la jeunesse les outils nécessaires pour son développement. L'incubateur Teletou Lab se positionne comme le nouveau vivier de création et de modelage du développement de cette belle région. Un espace pour apprendre, collaborer, innover, inventer. Chers jeunes, c'est à vous de jouer. Logé dans la maison des jeunes, Teletou Lab, Kara est meublé par les jeunes artisans de la région. Pour le chef du gouvernement, l'initiative se poursuivra dans les autres régions du pays. Et par voie de communiqué, le ministre de l'Agriculture dit ce qui suit. Dans le cadre de l'amélioration des rendements et de la productivité agricole, environ 80 000 tonnes d'engrais NPK 1515 et urée 46% ont été mobilisés par le gouvernement pour satisfaire les besoins des agriculteurs togolais et assurer le bon déroulement de la campagne agricole 2021-2022. Cependant, il nous a été donné de constater que des réseaux de contrebande se développent sur toute l'étendue du territoire pour convoyer ces stocks d'engrais vers les pays voisins à travers les villages frontaliers. À cet effet, le ministère en charge de l'agriculture porte à l'attention de tous les acteurs que la réexportation sous toutes ses formes des stocks d'engrais subventionnés par le gouvernement est formellement interdite. Quiconque sera surpris dans le cadre de ces sorties frauduleuses d'engrais sera sévèrement puni conformément à la rigueur de la loi. Le ministère de l'Agriculture invite toutes les autorités locales, les forces de l'ordre et de sécurité ainsi que les producteurs agricoles à collaborer pour lutter efficacement contre ces réseaux illicites qui mettent à rude épreuve la disponibilité des engrais indispensables à la production agricole. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural compte sur l'entière implication de tous les acteurs pour la réussite de la campagne agricole 2021-2022. Et je vous le disais également en titre, demain s'ouvre une nouvelle campagne de vaccination contre la méningite. Et cette campagne sera menée dans les régions des plateaux, Central, Kara et Savane, et ceci durant 7 jours. Les précisions avec Nestor Monzo.
Cette conférence de presse a été tenue par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins avec ses partenaires pour donner les informations nécessaires concernant la nouvelle campagne de vaccination contre la méningite dans le pays. C'est une campagne de rattrapage. Elle cible dans la région des Savanes et Kara les personnes âgées de 1 à 29 ans. En 2014, il y a eu une campagne de vaccination concernant les personnes de 1 à 29 ans. Et donc, nous savons que la période entre deux épidémies, c'est 3 à 6 ans. Et donc, le risque est élevé que nous ayons une épidémie dans les années à venir. C'est pourquoi cette campagne-ci a lieu. Cette vaccination s'intéresse à cette tranche d'âge de 1 à 29 ans parce que c'est cette tranche d'âge qui concentre le plus grand nombre de cas. Si on se réfère aux épidémies passées, que ce soit en 1997 ou bien en 2016 récemment, les personnes les plus touchées, c'est les personnes qui sont entre cette tranche d'âge de 0 à 29 ans. Dans les régions centrales et plateaux, ce sont les enfants de 1 à 8 ans qui seront touchés. Ils vont recevoir le vaccin MEN-Afrivac, un vaccin qui sera introduit après dans la vaccination de routine. Ce vaccin est destiné au germe que nous appelons méningocoque A. C'est le germe qui est responsable de 80% des épidémies de méningite en Afrique. En 2014, on a vacciné dans cette région la tranche d'âge de 1 à 29 ans. Mais depuis 2014, on n'a plus fait de vaccination. Les personnes nées depuis 2014 doivent être couvertes par ce vaccin avant que nous n'introduisions ce vaccin dans la routine. La campagne va durer 7 jours, du 29 juillet au 4 août. Elle sera couplée de l'administration de la vitamine A et le déparasitage à l'albendazole dans les régions Savanes, Kara, Centrale et Plateau des enfants de 6 à 59 mois. La supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'albendazole visent un développement harmonieux des enfants à travers la lutte contre la cécité, la malnutrition et l'anémie. Dans cette nouvelle campagne de vaccination, le Togo est accompagné par des partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF et l'Alliance Gavi, partenaires que le secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins remercie au nom du gouvernement pour leur appui constant. Et les populations sont invitées également à se faire vacciner contre la Covid-19 car la tendance est toujours à la hausse en ce qui concerne les contaminations. Et les causes et les mesures prises justement pour un revirement de situation ont été évoquées ce mercredi à l'hebdomadaire point de presse de la coordination de riposte. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. Le Togo est dans une nouvelle vague de contamination à la Covid-19. La coordination nationale de la gestion de la riposte à la pandémie l'a confirmé à son point de presse hebdomadaire, chiffre à l'appui. 523 cas de contamination contre 449 précédemment, soit une augmentation de 32%. De 6 décès la semaine dernière, on en dénombre 8 cette semaine. À l'intérieur du pays, on note au moins un cas dans chaque préfecture. Au CHR Lomé Commune, la courbe des hospitalisations ne cesse de croître, tout comme celle des patients admis en réanimation. Cette tendance toujours à la hausse s'explique. Les causes des hausses actuellement, nous les connaissons, parmi lesquelles l'insouciance de la population qui baisse les bras sur le front du respect des mesures barrières. Nous devons redoubler de vigilance sur le respect des mesures barrières, notamment les rassemblements, les fêtes, les cérémonies, tout ceci sont répétés depuis des mois. Et tous ces rassemblements sont interdits. L'augmentation des cas, cette période peut s'expliquer aussi par le mouvement en cette période des vacances. Pour cela, nous renforçons à cet effet les dispositions prises à l'aéroport pour que le mouvement des voyageurs à destination ou au départ de Lomé continue de se faire en toute sécurité sanitaire. Enfin, nous déplorons l'inconscience des gérants des boîtes de nuit. Comme c'est les vacances, certaines boîtes de nuit continuent par s'ouvrir, malgré les consignes du gouvernement qui interdit. Nous voyons aussi sur les réseaux sociaux, et nous voyons tous les jours passer les images des fêtes pourtant interdites. Et la loi sévira pour les propriétaires et les clients de ces boîtes et de ces clubs. Outre les boîtes de nuit, il y a certains bars, gérants de bars qui sont aussi inconscients. Et aussi certains grands hôtels de la place
à qui nous avons envoyé des courriers pour qu'ils respectent les mesures édictées par le gouvernement. Les préoccupations profondes des populations ont été rapportées par les journalistes à la coordination. L'une d'entre elles concerne l'institution systématique du test Covid à l'aéroport au départ comme à l'arrivée, ceci malgré les 2 doses de vaccin. Malgré que vous êtes vacciné, vous pouvez être porteur du virus, mais vous l'éliminez rapidement. Mais simplement, vous pouvez contaminer un autre. C'est pour cela que chez ceux qui ont eu même les 2 doses, on peut avoir des tests positifs parce qu'il est porteur, mais son organisme fera qu'il ne fera pas la forme grave de la maladie. Ça, c'est d'un. De 2, maintenant, on fait les tests actuellement, c'est parce qu'on veut rompre la chaîne de contamination. Or, c'est cette chaîne de contamination qui favorise l'apparition des mutants, des variants. D'autres interrogations ont porté sur les patients qui décèdent de la COVID-19 même après les 2 doses de vaccin AstraZeneca. La coordination apporte des éléments de réponse. La plupart des gens qui meurent comme ça, si on fait le diagnostic, il y a beaucoup d'autres pathologies associées, probablement qui l'ont amené au décès, ou bien la combinaison de plusieurs pathologies l'ont amené au décès. Voilà aussi les confusions. Quand quelqu'un meurt parce qu'il est Covid positif, on l'enterre parce qu'il a le virus qui peut contaminer les autres. Mais c'est l'association Covid avec d'autres pathologies qui l'ont amené à mourir. La Covid, qui entraîne un syndrome inflammatoire dans le corps, peut décompenser une autre maladie cardiaque qui est là et qui lâche et la personne meurt. Donc forcément, la personne, il y a la Covid qui a tué la personne, mais il y a une autre maladie. Quant à la vaccination, la campagne se poursuit. Mais la coordination déplore le faible engouement de la population. La mission de sensibilisation est donc confiée aux médias. Ils ont également la responsabilité de lutter contre les infox et les intox sur les vaccins. Et à ce jour du mercredi 28 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 15 393. 101 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 272. 81 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 971 et le nombre de décès est de 150. 2 nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Allez, on n'est pas samedi, mais ce n'est pas loin. Et ceci pourrait vous inciter à reprendre le jogging des samedis matins pour ceux-là qui ont abandonné le sport. Image donc de ces hommes, de ces bonhommes en pleine séance de jogging ici. Vous allez le voir sur ces images, sur les murs de l'université de Lomé. Voilà, donc on y voit tout type d'exercices fixés de manière plutôt artistique. Et oui, ça, c'est de l'art. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.